bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi pour évoquer un des facteurs structurels qui doit influencer fortement la transformation des villes et des territoires dans les prochaines années, le changement climatique. Alors, vous connaissez tous les mécanismes, normalement, les mécanismes qui sont au cœur du changement climatique, l'activité humaine, la consommation d'énergie fossile, l'agriculture, certains processus physiques qui envoient dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, donc des gaz qui piègent la chaleur autour de la Terre et transforment son climat. Mais parfois, on en parle comme si c'était au futur. On parle des impacts du changement climatique comme quelque chose uniquement dans l'avenir. Pourtant, le changement climatique, il est déjà là et ses effets sont déjà sensibles. Nous sommes tous interpellés parfois par des épisodes de feux de forêt, comme en France en 2022, en Californie il y a quelques mois, et même en ce moment au Canada. On peut être interpellé par des inondations, comme il y en a eu dans le Nord l'an dernier, ou par les sécheresses extrêmes, comme dans les Pyrénées-Orientales entre 2022 et 2024. Mais au-delà de ces événements qui sont des événements singuliers, la transformation du climat, elle se lit déjà dans les observations que nous consolidons à Météo France. Il y a eu 3 fois plus de vagues de chaleur dans les 35 dernières années que dans les 35 précédentes. Le nombre de journées chaudes par an a augmenté de 4 à 5 jours par décennie depuis les années 60. La surface moyenne des sécheresses de sol a été multipliée par 2 depuis les années 60. Et sur la même période, l'intensité des pluies extrêmes a augmenté de plus 10% à plus 20% dans plusieurs régions en France. Alors, face à ce réchauffement climatique, le premier enjeu, c'est bien sûr de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment en transformant les villes et leur urbanisme pour promouvoir les mobilités douces et les transports collectifs, pour avoir des bâtiments qui soient plus économes en énergie, pour intégrer les énergies renouvelables. Cette évolution, elle est déjà largement engagée en France et dans de nombreux pays. Vous le faites déjà dans les programmes que vous portez. Mais cette transformation, elle ne va pas assez vite. Et il faut absolument poursuivre ces efforts, accélérer les efforts pour que l'impact du changement climatique soit le plus limité possible. Ceci dit, aujourd'hui, il y a un risque, pour ne pas dire une quasi-certitude, qu'au niveau mondial, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir la limitation à plus 2 degrés et même idéalement plus 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Le niveau de plus 1,5 sera très probablement atteint dès les prochaines années, et en tout cas avant 2030. Et même si on atteint ce niveau, chaque dixième de degré compte, et il faut absolument arriver à stabiliser puis réduire les émissions mondiales pour rester le plus près possible des 2 degrés de réchauffement. Mais l'ampleur du changement potentiel, aujourd'hui déjà en partie inévitable à l'horizon 2050, nécessite aussi d'adapter notre société pour pouvoir continuer à y vivre dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire, comme on l'entend parfois, que certains territoires deviendront invivables, en tout cas pas en France. Les conditions climatiques que connaîtront ces territoires vont correspondre à des climats qui sont déjà connus dans d'autres endroits du globe, mais on y habite et on s'y déplace autrement que nous avons l'habitude de le faire. Et donc, c'est cette transformation que nous devons mener dans les années à venir, tout en continuant à mener des actions d'atténuation du changement climatique. Il faut mener des actions d'adaptation, transformer nos villes, nos territoires, pour les rendre plus résilients à ce qui pourrait être cette nouvelle réalité. C'est l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique, dont la 3e édition a été annoncée en mars dernier par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Et une des nouveautés de ce plan, c'est de définir une trajectoire de référence de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, donc cette fameuse TRAC. L'objectif, c'est de donner un point commun, un repère commun à l'ensemble des acteurs publics, des acteurs économiques,
sur l'Hexagone et en Corse pour fonder les politiques d'adaptation en ayant des stratégies qui soient cohérentes et articulées. Parce que la première nécessité pour construire une stratégie d'adaptation, c'est de savoir à quoi on veut s'adapter, à quoi on doit s'adapter. La TRAC donne cette référence. Ce n'est pas une projection climatique au sens d'une description de ce qu'on pense qui va arriver, et encore moins de ce qu'on souhaite comme futur. C'est l'identification d'un risque, de ce qui pourrait se produire si les efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique ne s'accélèrent pas. Le GIEC, donc la référence internationale en matière de sciences du climat, estime que la poursuite des politiques publiques déjà engagées, des engagements déjà pris par les États au niveau mondial, conduirait vers la fin du siècle à un réchauffement d'environ plus 3 degrés au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais tous les territoires ne se réchauffent pas de la même manière, tous les continents ne se réchauffent pas de la même manière. Les continents se réchauffent plus vite que les océans, et pour un ensemble de raisons, on estime donc que ce réchauffement mondial de plus 3 degrés correspondrait à un réchauffement de plus 4 degrés sur la France hexagonale et la Corse vers la fin du siècle, avec un niveau intermédiaire de plus 2,7 degrés vers le milieu du siècle. L'avantage de disposer de ce scénario de réchauffement de référence, c'est que nous pouvons illustrer, sur la base des modèles climatiques, assez précisément les conséquences d'un tel scénario à l'échelle locale, à l'échelle des villes, à l'échelle des territoires, à l'échelle où se prennent les décisions et où se font les investissements. Donc, c'est ce que nous faisons à Météo France. Alors, à quoi est-ce que cette France ressemblerait à plus 4 degrés, donc seuil qu'on pourrait atteindre vers la fin du siècle? On pourrait avoir 10 fois plus de jours de vagues de chaleur, donc de l'ordre de 40 jours par an contre 4 dans les années 90. On pourrait avoir jusqu'à 2 mois supplémentaires de sol sec. Un risque de feux de forêt et de végétation qui deviendrait élevé sur tout le territoire et s'allongerait d'1 ou 2 mois jusqu'à atteindre 80 jours de risque élevé de feux de forêt dans les régions méditerranéennes contre 20 à 40 jours dans les années 90. Et puis, on aurait la poursuite d'une augmentation des pluies intenses, de l'ordre de plus 15% d'augmentation de ces pluies intenses. Et puis, à l'inverse, moins d'enneigement, moins de 2 mois de neige par an en moyenne montagne. Ça, ce sont les grands paramètres météorologiques. Mais finalement, derrière, ce qui compte, ce sont les conséquences sur les villes et sur leurs habitants qui sont multiples, avec vraiment des effets de tous ordres. Bien sûr, les effets qui sont liés à la chaleur, en particulier les risques sanitaires. On a en tête la canicule de 2003, mais on voit aussi qu'il y a eu de l'ordre de 33 000 décès entre 2014 et 2022 liés à la chaleur. Vous imaginez, avec les augmentations de température dont je viens de parler, les conséquences. Avec la sécheresse, on a des conséquences qui sont très importantes, qui peuvent être très importantes sur la production agricole. Voilà, par exemple, la canicule de 2003, c'était presque 25%, 24% exactement de surmortalité chez les bovins. La sécheresse, c'est aussi la mise en place du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Donc, ce phénomène dans les sols qui vient mettre en péril les fondations des maisons dans les zones argileuses, avec, on estime déjà en 2025, plus de 10 millions de maisons qui sont potentiellement à risque sur ce phénomène de retrait-gonflement des argiles et qui donc, avec les sécheresses, pourraient se voir effectivement confrontés à ce risque. C'est aussi du côté de la ressource en eau
des modifications qui peuvent être assez profondes, avec une ressource en eau dont on estime qu'elle devrait rester à peu près la même en moyenne sur une année, mais avec des moments de pluie complètement différents, davantage de pluie en hiver, moins de pluie en été, davantage de pluie en gros dans le nord-est de la France, dans le nord de la France, moins de pluie dans le sud. En gros, davantage de pluie là où il pleut déjà aujourd'hui, au moment où il pleut déjà aujourd'hui, et moins de pluie là où on n'a déjà pas beaucoup de pluie et au moment où on n'a déjà pas beaucoup de pluie. Donc des modifications de la disponibilité de la ressource en eau, et puis des perturbations qui sont liées à l'évapotranspiration. Donc avec la chaleur, finalement les plantes absorbent plus et l'eau utile disponible pour la croissance des plantes devient moins grande, et on estime qu'on perdrait 1 à 2 mois de pluie par ce phénomène d'évapotranspiration. Le changement climatique, c'est aussi la modification du niveau des mers, avec des risques de submersion marine et côtière. Donc la submersion marine, en gros, c'est xynthien. C'est ce phénomène de tempête qui rentre dans les terres et qui vient submerger l'intérieur des terres, avec, on estime, de l'ordre de 450 000 logements qui pourraient être menacés par l'érosion côtière en 2100. Donc voilà, on voit bien que ces effets ne sont pas homogènes entre les territoires, ni même à l'intérieur des territoires. Le climat est d'ailleurs un facteur d'inégalité sociale croissante. Vous en avez parlé hier. On sait que les quartiers les plus populaires, souvent denses, peu végétalisés, sont en première ligne. Alors, un exemple de ces différences territoriales sur la question des nuits chaudes. Les nuits chaudes, ce sont les nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, avec un impact important sur la santé. L'organisme ne peut pas se reposer et donc on ne récupère pas de la chaleur de la journée. Et donc voilà, on voit sur cette carte des disparités qui sont importantes, l'effet d'augmentation générale, mais aussi les différences territoriales. Là où dans les années 90, on avait 2 nuits chaudes en moyenne par an, 40 à 50 nuits chaudes sur le littoral méditerranéen, là où aujourd'hui on a de l'ordre de 7 nuits chaudes en moyenne par an dans l'Hexagone et 60 à 80 en Méditerranée, en 2100 on pourrait avoir 24 nuits chaudes en moyenne, donc plus de 3 fois plus, et jusqu'à 120 nuits, presque 4 mois de nuits chaudes sur le littoral méditerranéen. Donc des nuits chaudes qui deviendraient plus fréquentes avec un fort impact sanitaire, mais en plus en ville, un impact qui serait démultiplié par l'effet d'îlot de chaleur urbain qui s'ajoute au niveau de chaleur standard. L'îlot de chaleur urbain, c'est ce phénomène que vous connaissez bien, qui fait que les matériaux, la structure de la ville conduisent à accumuler de la chaleur qui est ensuite relâchée et qui conduit à ce que la température dans la ville soit significativement plus élevée que juste à l'extérieur. Donc ça vient s'ajouter à l'augmentation moyenne des températures et ça rend les conditions d'habitabilité de la ville encore plus difficiles. Juste quelques chiffres pour donner une idée de cette ampleur. Sur la situation de canicule de juillet 2019, qui était un des records de température à Paris, on a montré un effet d'îlot de chaleur urbain de 9 degrés. Donc 9 degrés d'écart entre le centre de Paris et, par exemple, la forêt de Fontainebleau. On a fait la même chose sur Toulouse pendant la canicule de juin 2022 et on avait 5,6 degrés d'écart. Donc vraiment un effet qui est très significatif. Et donc la question, c'est vraiment pas de savoir si le changement climatique va se produire, mais comment s'y préparer, avec de nombreuses études qui ont montré que le coût de l'adaptation était largement inférieur à celui de l'inaction. Alors ça ne veut évidemment pas dire que c'est facile,
Mais heureusement, il n'y a pas besoin de mener toutes les actions d'un coup, de transformer toutes les activités, toutes les infrastructures d'un coup. Par contre, il ne faut pas rater les opportunités qui se présentent. Et intégrer l'enjeu de l'adaptation dans les processus et les calendriers d'investissement habituels, c'est souvent la meilleure solution qui permet de maîtriser les surcoûts tout en engrangeant des améliorations significatives, plutôt que d'avoir à revenir sur des investissements une fois qu'ils sont déjà faits pour les transformer et reprendre complètement la structure avec là des coûts qui deviennent beaucoup plus compliqués et même des solutions techniques qui deviennent beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre. Alors, pour accompagner les acteurs, il y a un certain nombre de ressources publiques qui existent, à la fois sur la mise à disposition de données, les outils de diagnostic, les aides à la décision et puis l'accompagnement à la mise en œuvre. Et donc à Météo France, par exemple, nous aidons à mieux comprendre le climat et à anticiper les évolutions grâce à un ensemble de services climatiques accessibles à tous. Je vous invite en particulier à consulter notre outil de diagnostic Climadiag Commune, qui est en accès libre sur notre site internet, gratuit, mais qui décrit en termes simples les principales évolutions du climat et leurs impacts à l'échelle de la commune, dans chaque commune, aux différents niveaux de réchauffement de la traque. Donc voilà, simplement avec le nom de la commune, par exemple, vous pouvez obtenir un petit rapport qui va vous dire, dans votre commune, en 2050, quels sont les principaux effets du changement climatique. Nous proposons également aux collectivités locales le service Climadiag Chaleur en ville pour caractériser la surchauffe urbaine, regarder quels sont les endroits de la ville dans lesquels cette surchauffe est la plus importante, et puis simuler, évaluer les bénéfices sur la réduction de l'effet d'îlot de chaleur qui pourraient être apportés par différentes politiques publiques d'adaptation, comme par exemple l'augmentation de la végétalisation, vraiment avec l'idée que on cherche les politiques publiques qui soient les plus adaptées à la situation de chaque territoire et qu'il n'y a pas forcément de réponse unique qui correspondent à chaque territoire. Nous collaborons également, comme d'autres opérateurs de l'État, au centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique. Donc, centre de ressources lancé en 2020 qui donne accès à plus de 800 documents, guides, retours d'expérience, bonnes pratiques sur tous les thèmes de l'adaptation au changement climatique, santé, eau, agriculture, forêt, sol, biodiversité, risques naturels. Et puis, et c'est l'une des mesures du 3e plan national d'adaptation au changement climatique, nous sommes heureux de participer à la mission adaptation qui a été lancée en novembre dernier, donc avec le CEREMA, l'ADEME, les agences de l'eau, l'OFB, l'ANCT et la Banque des territoires, avec un guichet unique qui a vocation à mutualiser les expertises de tous ces opérateurs auprès des collectivités et donc à aider à les aiguiller vers le bon interlocuteur selon leurs besoins spécifiques. Tous ces outils existent, ils ne sont pas toujours bien connus, donc je profite de cette tribune pour en parler. Ils sont à votre disposition. Face à une prise de conscience croissante qui est que l'adaptation doit vraiment devenir un réflexe dans toutes les politiques locales et sur tous les territoires. En tant qu'acteur du renouvellement urbain, vous avez à la fois une opportunité et une responsabilité particulière d'intégrer ces enjeux d'adaptation, en plus des enjeux de l'atténuation, dans tous vos projets pour construire pour demain des villes qui soient plus résilientes, plus équitables et plus durables. Avec nos collègues, nous sommes à votre disposition pour vous y aider et vous apporter les conseils et appuis dont vous pouvez avoir besoin. Face à ce climat qui change, nous devons vraiment nous mobiliser collectivement. Merci beaucoup.